Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Les titres de votre actualité ce soir, le combat des parents d'élèves à Pignan. Ils se battent pour garder ouverte une école privée spécialisée pour enfants autistes et handicapés mentaux. À l'occasion de la journée mondiale de la sécurité au passage à niveau, Réseau Ferré de France a lancé une opération de sensibilisation auprès des automobilistes. Du water-polo, les poloistes montpelliérains en joueront la finale du championnat contre Marseille samedi prochain. Nous sommes allés les rencontrer lors de leur entraînement. C'est une école qui accueille une quinzaine d'enfants autistes et handicapés mentaux. Son nom, Améthyste. Elle est accueillie depuis 9 ans dans une annexe de l'abbaye de Vignogoul à Pignan. Mais le propriétaire des lieux veut récupérer les bâtiments. Pour continuer à exister, l'école doit absolument trouver de nouveaux locaux avant la rentrée prochaine. Explication d'Olivier Roiran. Qu'est-ce que ça veut dire partager exactement ? Ils ont entre 7 et 18 ans et ils ont tous une déficience mentale, 14 enfants et adolescents en majorité autistes qui pour certains ont déjà passé plusieurs années dans cette école très particulière, installée dans l'enceinte de l'abbaye de Vignogoul à Pignan. Améthyste est une association gérée par des parents qui emploient 5 salariés. Elle permet de scolariser depuis 9 ans des enfants qui n'ont pas pu trouver de place dans des structures spécialisées déjà totalement saturées. Ici, 3 enseignantes encadrent les élèves. Les classes sont à effectif réduit. Il y a 4 à 5 élèves par classe, ce qui permet d'accompagner de façon plus individuelle les élèves et de leur proposer vraiment un projet spécifique. Et les enfants font de réels progrès inimaginables dans une école classique. Thibaut est l'un des plus anciens, 6 ans qu'il est suivi à Améthyste. Son père le voit chaque jour s'épanouir un peu plus. Thibaut, il a 17 ans et demi, il est en période de prélecture, de déchiffrage. Bon, il n'y a aucune structure qui aurait été capable de le suivre à son rythme et de permettre à Thibaut quand même d'accéder à des apprentissages de base comme ça. Seulement voilà, l'école spécialisée est en sursis. Au-delà des financements toujours très compliqués à trouver, l'association doit quitter ses locaux dans quelques semaines. Une situation difficile, même si pendant 9 ans, la structure a été accueillie sans loyer en ne s'acquittant que des charges. L'abbaye veut récupérer ses locaux pour rentabiliser parce que c'est une association aussi qui gère ses locaux. Donc ils ont besoin de financement également. Et c'est vrai que nous, on ne pouvait pas leur payer un loyer très important parce que justement on n'a pas de finances. Donc on comprend tout à fait que leur souci, ça soit de pouvoir rentabiliser aussi. On est aussi une association, on comprend tout à fait leurs difficultés. Mais à ce jour, aucune solution de remplacement n'a été trouvée. Les parents et les salariés lancent donc un appel à l'aide générale aux collectivités, mais aussi à toute structure qui pourrait les accueillir d'ici la rentrée. C'est vrai que si l'école vient à fermer, je crois que pour moi c'est impensable, quoi. C'est vraiment c'est indispensable que l'école soit sauvée, quoi. C'est sûr qu'on aimerait beaucoup un petit coup de main de la municipalité de Pignan. C'est de rester au maximum sur la localité aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui ont été mises en place tout autour de la localité. Pour la stabilité des enfants aussi, c'est important, ils ont leurs repères. Et l'association Améthyste a obtenu ce matin un délai supplémentaire. Elle doit quitter l'abbaye de Vignogoul d'ici le 13 juillet. Elle n'aura alors qu'un mois et demi pour trouver un nouveau toit pour son école. Et un festival sera organisé au parc du château de Pignan les 3 et 4 juillet prochains pour soulever des fonds en faveur de l'école Améthyste. Au programme, le groupe Lady Palavas, Michael Jones ou encore Richie Hallyday. L'été arrive et la direction départementale de la mer de l'Hérault a tenu à rappeler son rôle auprès des pratiquants des sports nautiques et surtout des plaisanciers. On écoute à ce sujet Stéphane Cluzel, responsable de l'unité littorale des affaires maritimes, au micro de Michael Briffaut. Avec le venu de l'été, la principale caractéristique, c'est effectivement l'accroissement de l'activité de plaisance. C'est-à-dire que les gens viennent en vacances sur le littoral ou ils habitent ici, mais avec les beaux jours, ils sortent leur navire. Donc forcément, il y a de plus en plus de bateaux sur l'eau et on intervient à ce titre au niveau des contrôles. Il peut y avoir des gens qui prennent un bateau et qui pilotent un bateau sans avoir les titres de navigation nécessaires. Simplement, ils n'ont pas de permis, quoi, tout simplement. Et à l'occasion des Journées nationales de la mer qui se déroulent jusqu'au 13 juin, Michael Briffaut est allé sur le port de Palavas et nous raconte sa balade. Regardez ce sujet qui sent bon l'iode et le vent frais. Lors de la dernière sortie en mer, il y a eu de la casse. Et de retour à quai, il faut réparer ses filets. Avec une journée bien remplie, les pêcheurs n'ont vraiment pas le temps de se prélasser au soleil. On est parti à 5h30, on est arrivé à 7h30. Et là après on démarre le poisson, on répare les filets.
jusqu'à midi et après on repart le soir. Mais avec la pluie de ces derniers jours, la mer s'est refroidie et la pêche est plus maigre. Sur le port, la clientèle s'adapte car ici, ce qui est recherché avant tout, c'est la vente directe. La demande, c'est de la demande du poisson frais. Donc ce qu'il y a, donc des rougets, des dorades, voilà. Et puis quand il ira au large, certainement du merlan, des soles, des cabottes, des grondins. Des produits frais, une pêche locale, tout cela ravit une clientèle de passage comme celle des habitués. Moi je me fais un point d'honneur à faire travailler le commerce local et je suis fille de pêcheur. On préfère manger du poisson frais que de la viande. On a le privilège d'avoir du poisson qui vient d'être pêché. Ça, il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment un moment privilégié. Les touristes viennent de loin, chaque été, pour se délecter de ce privilège. Restons en mer avec cette affaire de pêche au thon. L'armateur sétois Raphaël Scannapieco a été condamné à 10 000 € d'amende hier par le tribunal correctionnel de Montpellier. Il était jugé pour avoir utilisé en 2008 un avion renifleur au large de l'Égypte pour repérer les bancs de thon, une pratique interdite. De leur côté, les thoniers réclament aux instances internationales la prolongation de la campagne de pêche. Ils évoquent une météo désavantageuse depuis l'ouverture de la saison de pêche qui a commencé le 15 mai dernier. 7 navires héroltés sont concernés par cette demande. Et on revient sur cette affaire qui secoue l'entreprise héroltaise La Compagnie des Vents. Son fondateur et président Jean-Michel Germa contestait son renvoi. En effet, en avril dernier, GDF Suez, l'actionnaire majoritaire de la compagnie, l'avait révoqué au motif d'un différend stratégique majeur. Ce matin, le tribunal de commerce de Montpellier a débouté Jean-Michel Germa. Il a désormais interdiction d'utiliser le titre de président de la compagnie et n'est plus autorisé à se rendre dans les locaux de la société qu'il a fondée. Et aujourd'hui était organisée la journée mondiale de la sécurité routière au passage à niveau. Une journée peu connue mais nécessaire. Chaque année, 27 Français y perdent la vie. À cette occasion, Réseau Ferré de France a mené une opération de sensibilisation auprès des automobilistes qui ont emprunté ce matin le passage à niveau de Baillargues. Nuria Casacuberta et Sarela Torres étaient sur place. « 98% des accidents lors du franchissement d'un passage à niveau sont dus au non-respect du code de la route. L'occasion pour Réseau Ferré de France de rappeler à l'ordre les automobilistes. Monsieur, aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de sécurité routière au passage à niveau, on vient vous présenter quelques comportements à risque à travers cette petite carte, les règles à respecter. Tout ce genre de choses, c'est bon à prendre, ça remet les esprits en place, c'est bien. Il y a toujours des accidents, malgré, on se demande toujours comment ça peut arriver, mais ça arrive. J'en pense que moi ça me viendrait pas l'idée de traverser quand ça commence à clignoter, quoi. On fait un jeu en fait avec les enfants, on essaie de savoir de quel côté ça arrive, alors si on passe on ne peut plus jouer. Par impatience, inconscience ou imprudence, certains n'attendent pas de savoir d'où viendra le train. Ce n'est pourtant qu'une minute d'attente contre toute une vie. L'année dernière, il y a eu 27 tués dus à des comportements irresponsables. Des comportements dangereux, voire mortels. Grâce aux campagnes de prévention, les accidents ont été divisés par 2 en 10 ans en France. Les réseaux ferrés de France, l'État et les collectivités territoriales travaillent à supprimer tout croisement risqué entre trains et voitures. La façon dont c'est traité, c'est exactement la même chose partout, c'est-à-dire essayer de supprimer les passages à niveau. Je rappelle qu'il en reste 16 000 en France encore. Celui de Baillargues sera remplacé par un tunnel passant sous la voie ferrée. Reste à réunir les 7 millions d'euros nécessaires pour commencer les travaux. Après François Hollande, Ségolène Royal et Arnaud Montebourg, Manuel Valls, le député maire d'Evry, s'est officiellement déclaré mardi candidat à la primaire socialiste qui aura lieu, je vous le rappelle, en octobre prochain. Il était à Montpellier aujourd'hui pour lancer sa campagne. Jean Brun est allé à sa rencontre. Je crois, moi, une décentralisation, une nouvelle phase nécessaire de la décentralisation très forte pour réformer l'État, pour assainir les finances publiques, pour donner plus de pouvoir aux citoyens. Donc il faudra être transfert massif, oui, lisible par les citoyens, et puis avec une réforme de la fiscalité locale, parce que sans autonomie financière, ces collectivités ne pourront pas agir et seront très vite asphyxiées. Et puis avec d'autres, je pense notamment au président de la région Rhône-Alpes, Jean-Jacques Kéran, oui, je pense qu'il faut expérimenter. Il faut expérimenter, donc il ne faut pas hésiter à se dire que sur certains aspects, oui, il faudrait peut-être donner une partie du pouvoir législatif
à des régions. Ça me paraît être une piste très intéressante. On passe au sport maintenant. Nos joueurs de water-polo rencontreront samedi ceux de Marseille, tenants du titre en finale du championnat de France. Montpellier a éliminé Aix-les-Bains en 2 manches en demi-finale et a terminé ainsi premier lors de la phase régulière. Notre journaliste Olivier Brachard a assisté à l'entraînement des poloistes ce matin à la piscine de la Paillade. On va le redire, si on veut gagner ce match-là, ce week-end, c'est 50% des zones plus qu'il faut mettre, sinon on va perdre. Ok? Donc ça veut dire que si on ne travaille pas tous ensemble pour que ce soit un tel ou un tel qui marque, on ne passera pas. Toute la semaine d'entraînement a été tendue. Le groupe est excité. Un éventuel premier titre de champion de France est en jeu. Les entraînements tiennent bien pendant 1h30 et c'est vrai que les 10 dernières minutes souvent sont dures. Donc c'est pour ça qu'hier c'est un peu d'énervement. Donc ce matin on a remis les choses en place. Et c'est vrai que bon, on est là pour la gagner, la finale. Bon après c'est vrai que ça va être dur parce que c'est quand même l'ogre marseillais. Hein. J'ai bien pour son petit ballon, c'est un rituel un peu ici. Non, j'ai fait les lèvres soleil un peu. Il fait chaud. Toujours prêts pour une petite plaisanterie, les Montpelliérains qui ont dominé cette saison Marseille au classement grâce au match nul obtenu mi-janvier au Cercle des Nageurs à Marseille et surtout grâce à la victoire lors du retour à Antigone 10-9. Un match extraordinairement tendu où la volonté avait pris le pas sur la tactique. On sait comment il faut les jouer. On sait qu'il ne faut pas déjouer non plus parce qu'ils ont tendance eux aussi, comme ils nous connaissent bien, à tactiquement nous contrer. Mais je pense que tout ça, c'est pas des détails, mais presque quoi. Ça va se jouer au mental, ça va se jouer avec le cœur, ça va se jouer sur l'envie. C'est une finale, c'est pas que tactique, technique, c'est surtout l'équipe qui en voudra le plus qui gagnera, je pense. Samedi, ce sera aux Marseillais chez eux de faire le jeu, car les Montpelliérains auront le match retour et éventuellement un match d'appui à domicile pour conquérir le trophée national. Pour une fois, dans ce classico du water-polo, c'est Marseille qui aura la pression. En handball, les joueurs de moins de 18 ans ont remporté samedi dernier le titre de champion de France face à Chambéry. C'est la première fois que cette jeune équipe remporte ce trophée. On espère que ce n'est pas le dernier. Et on a appris aujourd'hui que le footballeur Henri Bédimo, défenseur latéral gauche de Lens, serait en négociation pour signer avec le MHSC. Une affaire à suivre donc. Et on termine ce journal sur une note festive. La feria de Nîmes a commencé hier avec une première corrida. Elle a été marquée par la blessure du toréador Marc Serrano, encorné à la cuisse par son premier taureau. La fête a ensuite battu son plein dans les rues de Nîmes et ce n'est évidemment pas terminé. Et pour encadrer cet événement qui attire chaque année des milliers de personnes, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif spécial. Les ambulanciers et la Croix-Rouge sont sur le pont, prêts à s'occuper de ceux qui ne consomment pas l'alcool qu'avec modération. Ça y est, la feria est lancée. 5 jours de fête sous le regard bienveillant du CHU de Nîmes et de la Croix-Rouge française, qui pour l'occasion ont doublé leur effectif et mis en place un dispositif spécial. Pour la feria, donc on a prévu au centre-ville 4 postes médicaux avancés, 2 cas de figure, ou bien le patient se présente de lui-même au poste de secours, ou bien on reçoit des appels au centre 15 ou sur le poste. Le SAMU centre 15, bonjour. Les appels arrivent ici en salle de régulation. On vous demande de nous donner l'adresse et des précisions sur l'événement. Et à ce moment-là, en coordination avec un stationnaire Croix-Rouge, nous déclenchons les secours sur les lieux. Le dispositif est multiplié par 2. 9 médecins, plus 4 qui travailleront en étroite collaboration avec la Croix-Rouge, actuellement en plein préparatif dans ces locaux. Nous assurons donc la sécurité de la feria de Nîmes, d'une part pour toutes les animations en journée ainsi que les animations nocturnes, à travers 5 postes de secours avancés qui sont situés dans le centre-ville de Nîmes. Et bien tout ça, ça nécessite quand même la présence de jusqu'à 250 secouristes par jour. Les interventions sur la feria sont très variées. Ça va de, je dirais, la consommation excessive d'alcool avec des conséquences qui peuvent aller quand même jusqu'au coma éthylique, hein, donc c'est une véritable urgence. Mais nous avons également des chutes, des malaises, quelquefois malheureusement des agressions à déplorer. Ils sont bien équipés, il y a des bungalows, ils sont visibles, vous verrez des grandes croix rouges de façon à ce que les gens nous repèrent. Et c'est là qu'ils peuvent venir directement s'adresser lorsqu'ils ont un souci.
Ils seront installés Square Saint-Antonin, Porte de France, Place Saint-Paul et Avenue Feuchère. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 12h30 pour le Flash. Et ne manquez pas nos émissions spéciales consacrées à la Feria de Nîmes diffusées tout au long de ce week-end. Très bonne soirée à tous sur TV Sud.